Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Entre samedi 31 août 2019, date de la prise de la résolution du Conseil de l'ordre décidant de la suspension du port de la robe et de la non-fréquentation des cours et tribunaux du 16 au 20 septembre et la séance de travail présidée par le ministre délégué auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux, 4 jours seulement se sont écoulés. Prenant la mesure de la situation, le gouvernement, par la voix du ministre délégué auprès du ministre de la Justice, a rassuré le barreau sur les instructions écrites que la chancellerie prescrira à bref délai aux procureurs généraux pour mettre fin aux dysfonctionnements observés dans le libre exercice de la profession d'avocat, entre autres mesures urgentes. D'autres, à moyen et long terme, découleront d'une réflexion plus approfondie dans le cadre d'un groupe de travail ad hoc à mettre en place dans les meilleurs délais. Equinox Soir, c'est tout à l'heure la grande édition d'information présentée par Cédric Noufelé. Tout de suite après, ce sera le débrief. Madame, Monsieur, tout de suite et maintenant, c'est le fait du jour. Concertation, ministère de la Justice, avocat, le mot d'ordre reste maintenu. Pour en parler, je suis en plateau aujourd'hui avec André Luther Meka. Bonsoir André Luther. Bonsoir Monsieur Outou, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision. C'est un plaisir de participer au débat et merci de m'avoir invité. Voilà, vous êtes mandaté par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bien évidemment, c'est un parti que nous adhérons parce que c'est le parti de la paix, le parti de l'unité nationale et nous sommes toujours commandants de la paix, comme vous le voyez avec toutes les tractations que le chef de l'État fait pour pouvoir préserver l'unité nationale. Ok. À côté de vous, Signor Barrister Achou Emmanuel. You're welcome, Barrister. Thank you. Good evening, Serge. Oui. Good evening, co-panelists. Good evening, viewers of televiewers of Equinox Television. It's always a pleasure being with you. Ok, vous êtes avocat au barreau du Cameroun. C'est bien pour cela que vous êtes là ce soir, Signor Barrister. Parfait. Voilà, un avocat également. Lui, c'est Maître Augustin Gueffard. Bonsoir, Maître. Serge Alain, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir renouvelé de nous retrouver sur ce plateau pour en débattre de l'actualité nationale. Merci. Voilà, je vais planter le décor sur ce qui s'est passé hier. Le ministre, d'un côté, on a le ministre délégué à la justice, délégué auprès du ministre de la Justice. On a le représentant du ministre de la Défense. On a le représentant du secrétaire d'État à la Défense en charge de la gendarmerie nationale. On a le représentant du délégué général à la Sûreté nationale. De l'autre côté, on a le bâtonnier Tchakounté, maître Tchakounté Pati. On a les passe-bâtonniers, quand même souvent à dire maître Ngefak. Il y a le bâtonnier Tchungan qui était là, le bâtonnier Tabesson qui était là, l'ancien président de l'Assemblée générale, maître Emmanuel Tan, et beaucoup d'anciens membres du Conseil de l'ordre. On a aperçu maître Pensi dans la salle. Pour vous, au niveau de la représentativité, est-ce que vous avez un mot à dire? Au niveau de la représentativité, moi je ne m'occupe pas trop de la composition. Ce qui m'intéresse, c'est le problème qui était en jeu. Ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt national. C'est le problème crucial qui m'importe. Si l'État décide d'envoyer le dernier des Mohicans, restaurer la paix dans la République, nous ne dirons pas nous ne dirons pas pourquoi c'est ce sous-fifre qui est venu. Pour moi, l'important, c'est que le plus petit retrouve son droit dans la cité. C'est l'essentiel. Ok. Barrister, Signor Barrister, quand vous avez regardé la cérémonie d'hier, la concertation, la séance de travail d'hier, c'est plus juste comme ça? Non, moi j'étais pas à l'aise parce que pour un problème qui risque toucher à la stabilité du pays, envoyer des représentants
Oui. Des représentants du ministre de la Défense, des ministres concernés, vraiment, moi je trouve que ce n'était pas assez sérieux. Il fallait que ces ministres eux-mêmes soient là, parce que le représentant vient dire quoi? On m'a demandé de dire que non. Je pense qu'il fallait que les responsables eux-mêmes soient là pour donner, n'est-ce pas, du point, n'est-ce pas, à cette rencontre. Moi, je ne vois pas pourquoi il fallait envoyer des représentants, envoyer des colonels, s'asseoir dans la salle, regarder, écouter. Non. Pour moi, si le gouvernement a compris que ce que a préconisé le barreau est important, il fallait envoyer des personnes capables de prendre des décisions. Ce n'était pas le cas. Ok. Donc vous voulez voir le ministre Joseph Betty Assoman? Eux tous devaient être là. Même le ministre Laurent Esso? Oui, il devait être là. Il devait être là. En deux termes. Oui, je crois que c'est très intéressant ce que j'entends. Malheureusement, je suis au regret de leur dire que les ministères sont organisés tel enseigne qu'il y a des spécialistes dans les domaines. Et les spécialistes dans les domaines pointus ne sont pas toujours les ministres. Parce qu'il faut que ceux qui travaillent et qui ont la compétence avérée d'être dans le management savent pertinemment que dans les ministères, il y a des gens qui sont pointus, qui sont spécialisés et qui travaillent dans ce domaine et qui ne sont pas toujours, n'est-ce pas, en front office, qui ne sont pas toujours, n'est-ce pas, devant la scène, devant les caméras. Et il me semble que dans cette rencontre des avocats, qui est un métier noble, qui est un très grand métier, on a envoyé, n'est-ce pas, les spécialistes du domaine. Et l'un des meilleurs spécialistes qui pouvait parler avec eux n'était que le ministre délégué auprès de la justice, le ministre, son excellence, le ministre Momo, qui est un avocat de terrain, qui a fait ses armes, qui a été, n'est-ce pas, dans des juridictions compétentes et qui est capable, n'est-ce pas, d'avoir le ressenti nécessaire pour pouvoir, n'est-ce pas, parler à ses collègues. Moi, je suis un peu inquiet de voir qu'on puisse rabaisser des personnes qui viennent, qui peuvent être, n'est-ce pas, des personnes d'expertise, de qualité, pour pouvoir mieux analyser, n'est-ce pas, le problème et soumettre cela à leur hiérarchie. Ok. Il nous a rejoint sur ce plateau. Lui, c'est Maître Roland Dio. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Monsieur Otou. Bonsoir à mes copanélistes et bonsoir aux téléspectateurs d'Equinox à qui j'adresse mes excuses. On a quelques soucis avec les embouteillages à Douala, malheureusement. Voilà. Maître Dio, sur cette représentativité, vous avez vu le panel. D'un côté, le ministre délégué à la Justice, délégué auprès du ministre de la Justice, le représentant du ministre de la Défense, le représentant du secrétaire d'État à la Défense, le représentant du délégué général à la Sûreté nationale. De l'autre côté, le bâtonnier Tchakounté, les passe-bâtonniers Tchungan et Tabesson, l'ancien président de l'Assemblée générale, Maître Emmanuel Tan, et beaucoup d'anciens membres du Conseil de l'Ordre. Non, au niveau de la représentativité. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas d'abord ce décor que vous plantez là, c'est ce qui a précédé ce décor planté. Ah, ce qui a précédé? Bien sûr. Pourquoi est-ce que le Conseil de l'Ordre en est arrivé à cette résolution alors qu'on a un ministère chargé de la justice qui a entre autres dans ses prérogatives de veiller au respect des droits de l'homme, parce qu'il y a toute une direction des droits de l'homme au ministère de la Justice. Ça veut dire qu'il y a eu des dénonciations, il y a eu des actions qui n'ont pas rencontré l'assentiment de cette administration de la justice là par le passé, au point où le Conseil de l'Ordre était obligé de taper du poing sur la table pour dire les choses très simplement. Maintenant, vous présentez un décor sur lequel vous voulez qu'on s'arrête pour faire un commentaire. Mais non, moi, je ne pense pas que ce soit nécessaire de faire ce commentaire-là sur le décor. Peu importe qui est... Mais Barista, lui, dit qu'il y a un problème. Bien entendu que Barista a le droit d'avoir un avis comme celui-là. Et je crois que si on était sur d'autres questions, peut-être qu'on aurait eu le même type d'argumentaire. Mais en ce qui me concerne, et pour ce soir, je crois que le plus important, c'est de souligner le fait qu'au Cameroun, il faut qu'on apprenne à régler les problèmes en anticipant. Il ne faut pas toujours qu'il y ait des crises avant qu'on ne cherche à trouver la solution. Maintenant, le casting est de nature quand même à laisser penser qu'il y a comme une tentative de minoration du problème. Je veux croire que ce n'est qu'une impression pour l'instant. C'est donc pour ça que, comme je vous l'ai dit, je ne veux pas m'attarder sur le casting. J'estime qu'une rencontre a eu lieu et qu'on va juger les acteurs au pied du mur. Vous savez qu'on est en période de dialogue. C'est dans l'air, le dialogue.
Voilà un cas pratique, s'il faut dire ça ainsi. Voilà. Voyons comment est-ce que le barreau du Cameroun, l'État du Cameroun, le gouvernement de la République, de cette République que vous savez être issue d'une élection très très contestée, on verra comment elle s'organisera pour régler cette question qui est posée par les avocats. Il faut le rappeler, je l'ai dit dans d'autres circonstances, la fonction du barreau et la fonction de l'avocat dans une société, il faut le rappeler, et c'est l'occasion que nous donne cette résolution du Conseil de l'ordre de le rappeler, et je suis fort aise de le dire en présence de mes aînés sur ce plateau, c'est que vous avez bien vu que voilà une résolution qui est portée par le barreau, mais qui en réalité ne concerne pas les avocats à première demande. Oui. Ça concerne le citoyen qui est bafoué dans ses droits. Parce que lorsqu'on empêche à un avocat d'avoir accès à son client dans une unité de police ou de gendarmerie, c'est vrai qu'on empêche à l'avocat de faire son travail. C'est vrai. Mais c'est quand même le citoyen concerné qui est privé d'un droit fondamental, celui d'être défendu de manière équitable, de manière indépendante, de manière compétente, de manière complète. Il y a cette anecdote que le bâtonnier a rappelé hier, c'est-à-dire que un conseil qui est mis en cellule devant son client. Je vais compléter l'anecdote en disant que vous avez des situations dans lesquelles un client est convoqué, on lui adresse une convocation, ce qui exclut la définition que nous avons appris du flagrant délit. On est précisément dans le cadre d'une enquête préliminaire. Les juristes comprennent la différence que je fais entre l'enquête préliminaire et le flagrant délit. Vous arrivez dans une unité de police ou de gendarmerie déférant à une convocation. La première chose à laquelle on pense, c'est vous mettre en cellule. On ne cherche pas à savoir si vous avez une résidence connue. Et on ne cherche pas à savoir si ce qu'on vous reproche, pour laquelle vous êtes encore présumé innocent, est un crime ou un délit flagrant, et on vous met en cellule. Alors que les dispositions du Code de procédure pénale, l'article 118, sont formelles sur le fait qu'on ne peut pas faire l'objet d'une garde à vue si on dispose d'un domicile connu, s'il ne s'agit pas d'un cas de flagrant délit ou de crime, et s'il n'existe pas d'indices graves et concordants. Expliquez-moi comment on peut avoir des indices graves et concordants au début d'une enquête, au point où vous défériez à une convocation et on vous met en cellule pour ça. Et donc, l'anecdote que je voulais compléter, c'est que vous avez des officiers de police judiciaire qui se comportent comme si le fait pour vous de déférer à une convocation avec un avocat est une déclaration de guerre. Et là, tout de suite, on prend votre client sous vos yeux, on le met en cellule, un peu comme pour vous dire, faites ce que vous voulez faire, on voit. C'est des choses qu'il faut dire aux Camerounais pour qu'ils comprennent dans quel système ils sont. Et il faut le dire pour comprendre la portée de la résolution qui a été prise par le Conseil de l'ordre, à laquelle je m'associe entièrement et je me sens heureux de faire partie d'un barreau qui est capable d'assumer effectivement sa fonction tribunicienne, celle de sentinelle des libertés fondamentales. André Luther Meka, la résolution, c'était le 31 samedi, et 4 jours après, le gouvernement décide de mettre les avocats autour de, on va dire, cette table. Oui. Comment vous appréciez ça? Mais vous comprenez que le gouvernement a l'écoute, n'est-ce pas, des corporations. Parce que c'est les avocats? Des corporations. Pas parce que c'est les avocats. Je crois que le gouvernement l'a toujours fait par rapport, n'est-ce pas, à la concertation, notamment dans le cadre des syndicats. Vous savez très bien que dernièrement aussi, il y avait de la grogne auprès des syndicats, ils ont été reçus. Et beaucoup de ministres, effectivement, aspirent à pouvoir régler un certain nombre de problèmes. Et je consens, effectivement, lorsque j'entends Maître Diouf parler, vraiment c'est très touchant. C'est très touchant et je vois qu'il a la main sur le cœur de pouvoir défendre, n'est-ce pas, les Camerounais. Et aucun Camerounais ne peut, n'est-ce pas, ne pas être susceptible par rapport à ce qu'il dit, parce qu'il faudrait notoirement, n'est-ce pas, assurer le droit des Camerounais, le respect au droit. Mais ce n'est pas les avocats qui ont demandé, n'est-ce pas, au gouvernement de pouvoir faire en sorte qu'il y ait une cellule où on peut appeler, lorsqu'il y a des abus, de pouvoir dans la police. Ce n'est pas les avocats. Ce n'est pas les avocats qui ont permis à ce qu'on dise qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, prendre quelqu'un le week-end. Donc il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises par l'État pour pouvoir assurer, n'est-ce pas, j'allais dire, les droits de l'homme, pour pouvoir permettre à ce qu'il y ait un certain nombre d'avancements sur les droits de l'homme. Maintenant, moi je vous parle en tant que politique.
Vous savez, j'ai des tristes souvenirs par rapport, n'est-ce pas, aux grèves des avocats. Vous savez très bien, et ça je peux vous le dire, que ce qui a été précurseur, n'est-ce pas, de la sécession, c'était effectivement les avocats. C'était les avocats. Et je vous rappelle encore que ce qui a auguré, n'est-ce pas, à la grève de la faim, c'était, n'est-ce pas, la grève des transporteurs. Alors moi qui suis en politique, je regarde cela avec beaucoup de suspicion. Je regarde cela avec beaucoup de suspicion parce qu'il y a un certain parti que vous connaissez qui est un parti des avocats. Hein? Et j'ai donc l'impression que, n'est-ce pas, les crises préfabriquées peuvent n'est-ce pas, enrhumer le pays. Alors moi je suis venu dire aux avocats que si et véritablement vous êtes pour l'avancement des droits de l'homme, c'est bien, mais ne nous faites plus le coup de la sécession. Il faudrait effectivement aujourd'hui que nous sachions que s'il y a des problèmes qui enrhument, n'est-ce pas, la société, que ces problèmes soient réglés dans le cadre de la coopération, mais que cela ne soit pas, n'est-ce pas, l'arbre qui cache la forêt, pour qu'on arrive, n'est-ce pas, à des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Je vois ça bouillir là, tout le monde veut à tout prix réagir. Oui, allez-y donc, j'ai vu Barista, signor Barista, je vais vous passer la parole. André Luther. Oui. Moi je sais que votre rêve dans votre parti, c'est de faire disparaître cette chaîne de télévision qui nous reste. C'est un procès en sorcellerie. Vous en êtes un expert. Je vous ai écouté sans vous interrompre. Gardons la même courtoisie. J'étais disant que votre rêve, c'est de faire disparaître cette chaîne de télévision qui nous reste, qui nous donne espoir que le vrai jour, c'est demain. Je ne sais pas comment vous procédez pour dire que la résolution concerne un parti politique. Faisons, est-ce que je peux terminer? Allez-y. La résolution a été signée par 13 membres du Conseil de l'ordre. Si vous êtes intelligent, comme je sais, vous devez savoir que parmi ces 13 membres, certains sont, pour ne pas dire la majorité, ils sont du RDPC. Ils sont les avocats attitrés du RDPC. Le second bloc, c'est du SDF. Quelques minorités du MP, voire MRC. Alors, ils peuvent donc faire chorus pour défendre un seul parti. Alors, dites-moi, quel est ce parti? Y compris le RDPC? S'il vous plaît. Y compris la majorité, c'est de cela que je dis. Y compris la majorité du RDPC pour défendre quel parti? Que vous devez insinuer. Sortez de votre boule de neige. Sortez de votre boule de neige. Le pays n'est pas scindé en deux entre le RDPC et ce parti qui vous fait mal. Et puis de deux, je vais vous dire, les avocats, ou bien pour ne pas dire l'ordre des avocats, n'est pas l'avocat d'un parti politique. Le bâtonnier n'est pas l'avocat d'un parti politique. Retenez ça une dernière fois. On va vous le dire dans le couloir, mais vous voulez ça à Mondovision, vous allez prendre. J'insiste. Voyez-vous, si vous avez pris la peine de lire cette résolution, vous aurez compris que toutes ces résolutions, toutes ces clauses, c'est le fait déjà passé. Des constats. C'est le fait déjà passé. Vous, en tant que policier, en tant que membre du RDPC, vous auriez pris toutes les dispositions pour que cela n'arrive pas. Alors, lorsqu'on écoute votre membre, votre associé délégué, ministre délégué de la justice, votre associé naturel, qui dit en Mondovision, nous avons pris acte de tous ces griefs, ça jeûne, et nous avons fait amende honorable, on va régler dans un temps plus ou moins court ou long. Alors, celui du 7 qui dit, je suis disposé à recevoir les avocats pour ne plus recommencer. Le DGSN qui rit. Alors, mettez-vous au milieu d'eux, entendez, vous comprenez, vous pouvez venir ici. Arrêtez un certain discours. L'un n'est plus à la provocation. Je comprends pourquoi le bâtonnier et son conseil de l'ordre n'ont pas levé le mot d'ordre que vous vouliez. Ils ont émis des réserves. Parce qu'avec cette analyse classique, jusqu'au boutiste, ils ne pouvaient pas fléchir. Au contraire, dites-vous, nous sommes sur la voie de la négociation. Et avec votre analyse, si vous êtes délégué pour venir provoquer les avocats, rassurez-vous, le 16 n'est pas long. Et avant le 16, beaucoup de choses seront faites. J'ai dit. Barista, signor Barista. Merci Serge, je suis vraiment choqué de constater que le RDPC ne connaît pas les institutions de l'État. Le barreau du Cameroun n'est pas un parti politique.
Le barreau du Cameroun est une institution de l'État du Cameroun. Peut-être que le RDPC l'ignore. C'est une institution de ce pays. Je vous rappelle que le bâtonnier de l'ordre est une juridiction. Le bâtonnier est une juridiction avec le même pouvoir que le tribunal de grande instance. Peut-être que vous l'ignorez. Le barreau est sous le ministère de la Justice. Vous ne pouvez pas émettre de ce genre de choses qu'on a compris là. Ça se fait vraiment insulte à la nation. De tous les ordres qu'il y a dans ce pays, il n'y a que le barreau qui a été créé par une loi. C'est créé par une loi. Ça appartient à l'État. Nous sommes dans le barreau, mais en fait, le barreau appartient à l'État. Donc vous ne devez plus jamais, je dis jamais, dire ce genre de choses. Dire que le barreau, mais c'est sur les ordres de quoi? Des partis politiques. Connaissez-vous les membres, le bureau national de Réforme Parti? Il n'y a que des avocats. Il n'y a que des avocats. Moi, président, mon adjoint, et jusqu'au 5e, il n'y a que des avocats. Vous n'en parlez pas parce que Réforme Parti n'est pas en prison. Non, c'est pas normal. Maintenant, tu es où? Oui, allez-y, Barista. À la parole. Oui, moi, j'ai dit que vraiment, j'espère que la cause que le barreau a présentée est une cause objective. Mon confrère a commencé à citer des problèmes. Mais il n'a même pas touché tout. Il n'a pas touché tout. Imaginez, vous êtes dans un commissariat ou une brigade de gendarmerie. Vous, avocat, vous venez assister votre client. On vous dit carrément, maître, votre rôle consiste à rester là. On dit, vous assistez. Ça veut dire que vous restez là, vous croisez les bras, vous attachez les pieds, vous ne dites rien. Comme un pot de fleurs. Comme un pot de fleurs. Donc, vous assistez, vous êtes présent, mais vous ne dites rien. Alors que la loi dit que l'avocat assiste son client. C'est-à-dire, il conseille son client, il fait son travail d'avocat défenseur. Ces enquêteurs-là réduisent l'avocat au rôle d'un assistant passif. Quel est donc le bénéfice du justiciable qui se trouve ainsi privé de l'aide que devait lui apporter son avocat? Il y a le cas des créances commerciales et purement civiles. Des affaires purement civiles. Une coopérative donne du crédit à quelqu'un sans aucune garantie. Va voir un commissaire ou un commandant de brigade. On vient attraper la personne qui a pris le crédit. On jette en cellule. On dit abus de confiance. Quand l'avocat se présente, on dit mais maître, il a pris l'argent. Il y a abus de confiance là. Comme mon confrère disait, dès qu'on amène la personne, cellule. Sans même en informer le procureur. Donc il y a tellement de problèmes, Oui. On a eu dernièrement à Bonabéry un cas où un monsieur a vendu un terrain à un autre individu. Il a vendu le terrain du gouverneur actuel. Il a vendu le terrain du gouverneur à quelqu'un. Maintenant, il ne trouve pas son vendeur. Il va s'acharner sur le grand frère de ce monsieur. Il fait appel à un commissaire de police qui va au domicile de ce monsieur. On casse jusqu'à sa chambre, on le sort pour aller le mettre en cellule dans l'unité. Ce monsieur n'a rien traité avec cet individu. C'est à l'audience qu'on découvre tout ça. Vous voyez à quel point ça choque. Ok. Mandiou. Et quand on ajoute à ce que vient de dire Signor Barista, le fait que maintenant vous êtes l'objet d'une détention arbitraire, vous allez en habeas corpus, on vous récite ce qu'on récite à nos camarades depuis qu'ils sont incarcérés depuis le 28 janvier. Nous y sommes. Si vous ne m'interrompiez pas, monsieur Meka, j'allais adresser une... Si vous n'en parliez pas, j'allais quitter de ce plateau. Vraiment, allez-y, nous y sommes. Heureusement que vous êtes fidèle à vos habitudes, monsieur Meka. Et cela, les téléspectateurs sont déjà un peu... Allez-y, vos camarades. Voilà. Quand vous ajoutez au fait que vous pouvez être victime d'une détention arbitraire, abusive et illégale, et que même les voies de droit qui sont prévues pour rétablir votre intégrité physique sont plombées
par une justice qui parfois se perd elle-même dans son mot justice, vous comprenez à quel point le barreau du Cameroun, témoin quotidien, chers confrères, de tout ce que subissent nos concitoyens, ne pouvait pas rester plus longtemps sourd et muet. Mais mon problème avec vous, monsieur Meka, vous du RDPC, vous du gouvernement illégitime de Yaoundé, c'est que vous préférez que tout le monde meure tant que vous n'êtes pas obligé de reconnaître vos torts. Parce que vous êtes en train de nous amener dans le débat de savoir est-ce que ce sont les avocats qui ont fait mettre sur pied la direction des droits de l'homme au ministère de la Justice. On a envie de vous dire félicitations. Maintenant qu'elle existe, cette direction, on peut parler de son bilan? Non, évidemment non, on ne peut pas parler de son bilan, puisqu'on ne peut pas parler de vos 37 ans. C'est dit que c'est une chose qui ressemble à une autre avec vous. Ce régime qui ne sait rien faire d'autre que gagner du temps. Et il ne le gagne même pas bien, ce temps. La fonction du gouvernement, c'est d'être au service des populations. Quand les populations, peu importe la façon dont ces populations s'organisent, soumettent des doléances, des complaintes à l'administration, si c'est fondé, la première des choses pour cette administration, c'est de faire amende honorable. J'aime l'expression qu'utilisent nos frères d'expression anglophones, anglo-saxonnes, pour traduire ce qu'on appelle en français fonctionnaire, monsieur Meka. Civil servant. Civil servant. C'est-à-dire que dans l'expression même, le fonctionnaire en anglais, c'est qu'il est un serviteur. Pourtant, quand vous avez le mot fonctionnaire, un bien grand mot, du côté francophone, c'est un petit roi. Et ça se voit. Précisément quand on est avocat et quand on va dans une unité de police ou de gendarmerie ou lorsqu'on côtoie les parvis du palais, on a affaire à des roitelets. Chacun à son niveau. Celui qui a le pouvoir de signer un mandat de détention provisoire vous le signe avec une aisance particulièrement effrayante. On fait le débat une semaine plus tôt des conditions carcérales. Une semaine plus tard, les gens sont en prison. On vous dit en fait, allez mourir, on s'en fout. On va vous placer. Allez mourir en prison, on s'en fout. Est-ce qu'on peut appeler cela la justice? Ce mot a perdu son sens. Quand on voit comment vos agents, monsieur Meka, traitent leurs concitoyens dans ce pays. Et le pire, c'est qu'on pense qu'on est à l'abri quand on est du bon côté du fouet. Malheureusement, on peut se retrouver, nous tous, du mauvais côté du fouet. Je ne vais pas citer certains ministres qui, jadis, actionnaient les leviers du fouet, du rouleau compresseur, qui se sont eux-mêmes sentis plus tard un peu compressés. Et ce n'était pas très facile à accepter pour eux. Ils étaient parfois aux larmes, mais ils n'ont pas tenu compte des larmes de ceux qu'ils ont compressés par le passé. Il est donc question de prendre cette question vraiment au sérieux. Peut-être d'appliquer une théorie qu'a proposée Maurice Kamto dans un ouvrage de référence en 1999, d'échéance de la politique. J'invite ici la théorie du gouvernement transactionnel. 3 éléments. Ça n'a pas l'air très compliqué, mais c'est des choses que le gouvernement camerounais ne sait pas faire. 3 choses. Écouter, dialoguer, discuter. Ça a l'air vraiment banal, mais c'est des choses banales comme ça que le gouvernement qui nous opprime ne sait pas faire. Quand on vous dit d'écouter, il ne s'agit pas de créer des tentatives d'esbrouf et d'envoyer des fantassins par après tenter de diluer la portée de ce qui peut être fait comme solution. Parce que vous tentez, monsieur Meka, de diluer la portée de la résolution du Conseil de l'ordre en faisant croire à l'opinion publique qu'il y aurait un certain parti qui instrumentalise des avocats. Est-ce que vous savez que l'avocat est un homme libre? Est-ce que vous le savez? Comme vous. La liberté, justement, consiste à la capacité de faire des choix. Ne vous inquiétez plus, hein, il va m'interrompre. Ça, franchement, faisons avec. Convenons qu'on doit faire avec. Ok, là, je peux vous interrompre. Voilà, André Luther. C'est un homme libre. Qui est libre. C'est mon tour de parole. Qui est libre. Donc, vous allez permettre que André Luther fasse un mot. Qui est libre aussi bien de ses combats. Monsieur Meka, et je finirai par là. C'est un homme libre, effectivement, qui est aussi bien libre de ses combats politiques que de ses combats sociaux
etc., etc. Et ça, il faut apprendre à le respecter. Et apprenez également à respecter ceux qui n'ont pas la même opinion que vous. Parce que pour vous, désormais, parce que le barreau du Cameroun a osé vous dire la vérité, vous renvoyer vos turpitudes, désormais, c'est le MRC, n'est-ce pas? André Luther Meka, disons que vous maintenez votre position? Non, disons que je suis très touché. Hein. C'est très touchant tout ce qu'ils disent. Et je comprends que les avocats jouent leur rôle. Le rôle, n'est-ce pas, de défendre l'accusé. Et le rôle, n'est-ce pas, de permettre à ce qu'il y ait une société de droit. Ça, c'est important de le dire. Et je comprends votre mission, qui est effectivement dans le cadre des droits de l'homme. Non, mais j'aimerais vous dire que je perçois aussi le rêve d'avocat. Parce que vous savez, je ne suis pas en bleu. Je ne suis pas en bleu. Et je peux vous dire effectivement que il y a ce qu'on appelle l'opportunité de la grève. L'opportunité de la grève. Quand je parle de l'opportunité de la grève, c'est effectivement le fait que cette grève soit dans des moments assez complexes. Quand je dis assez complexe, tout est complexe pour vous. Je voudrais dire, vous si vous m'interrompez. Oui, j'ai appris. Ok. Je voudrais dire que, effectivement, comme vous pouvez le constater, certains lobbies ont décidé d'enrhumer le pays par des crises. Et ces crises, effectivement, sont préfabriquées. On me dit aujourd'hui que le barreau n'est pas un parti politique. Je suis d'accord. Même les syndicats ne sont pas des partis politiques. Le REDAC n'est pas un parti politique. Le REDAC est une association. Les syndicats de travailleurs ne sont pas des partis politiques. Mais vous voulez me faire comprendre, lorsque je regarde l'évolution de la société civile, lorsque je regarde la prise de position de la société civile, je constate que les corporations et les syndicats sont devenus des leviers politiques, sont devenus effectivement des piliers qui participent, n'est-ce pas, à impacter la vie politique dans l'opposition. Et vous n'allez pas m'interdire de constater que sur ce débat, qui est un débat de corporation, il y a des avocats qui sont dans les partis politiques. Maître Achou a un parti politique. Maître Diéou est dans un parti politique qui est dans le MRC. Et vous comprenez donc effectivement que l'anecdote qu'on m'a racontée était vraie. Que si Sarkozy est avocat, si Mitterrand a été avocat, si Obama a été avocat, pourquoi pas l'avocature aussi prendre le pouvoir au Cameroun? C'est un rêve. C'est un rêve. Et je dis qu'il est important aujourd'hui que ce que vous faites est effectivement ce que l'avocat doit faire. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait, n'est-ce pas, une sorte de arbre qui cache la forêt, parce que nous savons très bien que les grèves au Cameroun augurent des lendemains qui déchantent. Et je dis effectivement qu'il est important que cela reste dans le cadre de la corporation et dans le cadre de l'amélioration des conditions, n'est-ce pas, des détentions et professionnelles, n'est-ce pas, des avocats, et aussi le respect de la liberté, n'est-ce pas, des accusés, des victimes. Oui, Madame de Fall. Oui, Serge Alain, vous voyez bien que mon ami André Luther a réussi à dévoiler le sujet du jour. C'est malheureux, mais je suis obligé de rappeler pour fixer l'auditoire. Le sujet du jour, c'est concertation, mine-justice, barreau du Cameroun. Le mot d'ordre est maintenu. Le mot d'ordre est toujours maintenu. La réponse, elle est oui. Le mot d'ordre est toujours maintenu. Je crois que si le barreau doutait, maintenant avec la position du parti État, qu'est le RDPC, dignement représenté par mon ami et distingué, c'est André Luther, le barreau comprendra que s'il ne maintient pas, s'il ne vérifie pas à la virgule près, il risque d'être Pourquoi vous trompé. instrumentalisez ce que je dis? Il risque d'être trompé par je dis, restons dans les droits de l'homme. Il ne faudrait pas... Vous comprenez donc que... Monsieur Meka. Laissez-moi terminer. Oui. Okay. Vous comprenez donc que de délégation en délégation, le Conseil de l'ordre et le bâtonnier se doivent d'être très très prudents. Okay. C'est pourquoi la grève est toujours maintenue. Ok. Voilà. Madame, Monsieur, nous observons notre première pause, le temps d'aller à la rencontre de Cédric Noufélé pour les titres du journal. Cédric Noufélé, le 20h, c'est dans un instant. Qu'est-ce que vous avez préparé pour nous ce soir, Cédric?
Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous parlerons des résolutions de cette réunion de crise qui s'est terminée très tard, hier soir, entre le ministère de la Justice et le Conseil de l'Ordre des avocats, alors que le gouvernement implore les avocats de suspendre leur mot d'ordre de grève en promettant la mise en place d'un groupe de travail, un comité ad hoc pour trouver des solutions pertinentes à leurs revendications. Le barreau est resté silencieux, comme pour dire que son mot d'ordre de grève reste maintenu. Nous en parlerons dans ce journal, Serge Alain. Et dans les couloirs de la justice, c'est l'un des procès les plus attendus au Cameroun, celui de Maurice Kamto devant au tribunal militaire. À la veille de ce procès inédit dans l'histoire politique du Cameroun, vous suivrez dans ce journal la réaction de ces avocats qui appellent la communauté internationale à contraindre le Cameroun à respecter ses engagements internationaux concernant le fait que des civils se retrouvent devant une juridiction militaire. Vous suivrez ces réactions ce soir dans le journal de 20h. Nous parlerons également d'une analyse sur les investissements chinois au Cameroun et en Afrique, notamment dans le secteur forestier, là où les populations riveraines aux exploitations forestières se plaignent de ne pas bénéficier des retombées de tels investissements chinois. Comment en est-on arrivé là? Quelles en sont les causes profondes de ce manquement observé dans le plan social et environnemental de ces investissements chinois? C'est l'un des éléments importants du journal de 20h et bien d'autres seront développés ce soir. C'est Alain. Voilà, fin de cette première partie Equinox Soir. Je vous retrouve juste après pour Equinox Soir. Deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 4 invités. Madame, Monsieur, dans un instant, le journal de 20h avec Cédric Noufélé. Retour sur le plateau Equinox Soir, c'est la deuxième partie réservée au débrief. Madame, Monsieur, toujours en compagnie de Maître Augustin Guefak, Signor Barista Achou Emmanuel, André Luther Meka et Maître Roland Djéhou. Maître Roland Djéhou, demain, le 6 septembre. Ça vous dit quoi? Dans quel état d'esprit vous êtes au MRC? C'est une lapalissade. Oui. Tout le monde sait que demain s'ouvrira un autre procès de la honte. Un procès qui ressemble à celui qui a eu lieu dans les années 90, lorsque le bâtonnier Yondo Black, avec ses co-accusés, était poursuivi devant un tribunal militaire pour avoir osé créer un parti politique. Demain, on aura des personnalités politiques respectées de par le monde, respectables, des citoyens, des simples citoyens qui font face à une procédure dans laquelle ils sont poursuivis pour hostilité contre la patrie, insurrection, rébellion, etc. Alors qu'en fait, ils ont simplement exercé une liberté et un droit constitutionnel. C'est donc ce procès-là qui s'ouvre demain. Ce procès, en fait, va finir par être le procès de ce qu'on veut nous enseigner comme étant la justice au Cameroun, qui finalement n'est qu'une parodie. Mais de toutes les façons, qu'il se prépare bien, parce que le sourire, l'air rassuré de ceux qui finalement en font une affaire personnelle et non pas une affaire de justice, aura le mérite de démontrer aux Camerounais que au Cameroun, quand on parle de justice, en fait, il n'en est rien. On peut décider de s'acharner sur vous pour vous briser dans vos derniers retranchements, simplement pour que vous n'exerciez pas vos libertés. Et donc, désormais, au Cameroun, la preuve est faite que ce qu'on a longtemps appelé démocratie, avec parfois des compléments pompeux, démocratie avancée, démocratie apaisée, démocratie en construction, etc., n'est rien d'autre qu'une tyrannie, une dictature reptilienne, une démocrature dans laquelle on vous fait croire que vous pouvez vous exprimer, alors qu'en réalité on ne vous autorise qu'à bavarder et rien de plus. Demain on aura également la preuve, parce que du point de vue
de la stratégie de défense, en tout cas du point de vue du droit, tout le monde sait, y compris ceux qui sont en face, qu'il faut bien se préparer pour faire face juridiquement à l'armada qui va être proposée. Mais que tout sera fait demain ou dès demain pour que triomphe non pas la force du droit, mais le droit de la force. Et voilà la première leçon, même avant que ce procès ne commence, que nous pourrons tirer. On tirera la leçon de ce que voilà un tribunal militaire incompétent, notoirement incompétent, qui finira par entériner une volonté politique assumée, annoncée, de neutraliser, d'éliminer la pensée dissidente, la pensée contraire. Justement, c'est ce que je voulais poser comme question à André Luther Meka. Est-ce que demain, ce sera une façon de faire taire définitivement ceux-là qui, depuis 11 mois, contestent le président Biya? Ben écoutez, l'élection du président Biya. Je ne suis pas le tribunal militaire. Je crois que le tribunal militaire va dire le droit et va appliquer le droit. Mais ce que j'aimerais dire à l'intention des militants du MRC et des Camerounais, c'est que le Cameroun est un pays souverain. Nous avons des lois et on doit respecter ces lois. Et ce qui est important également, il faut le dire, c'est que le fait d'être président d'un parti politique ou d'être militant d'un parti politique ne donne pas l'immunité. Ce n'est pas parce que vous avez participé à l'élection présidentielle que vous devez être, n'est-ce pas, dans un libertinage et enfreint aux lois de la République. Et je tiens également à dire que le plan de résistance qui a été orchestré par Maurice Kamto et ses militants était effectivement hors la loi. Et c'est important de le dire aussi. C'est important aussi de dire qu'il y a eu une volonté de déstabilisation du pays par le MRC. Parce que lorsque vous recrutez les enfants de la Révolution, deux généraux, le général Valsero, le général Wanto, effectivement, il y a une volonté, n'est-ce pas, de déstabiliser le pays. Et j'en appelle également à tous ceux qui font la politique de comprendre que on ne fait pas la politique pour pouvoir déstabiliser, pour pouvoir casser le pays. On fait la politique, n'est-ce pas, pour pouvoir, à des postes électifs, pour pouvoir participer, n'est-ce pas, à la gestion de la cité. Et tout ce qui appelle à la communauté internationale pour venir intervenir au Cameroun, parce qu'effectivement, un homme politique a viré du côté de la déstabilisation, du côté, n'est-ce pas, de l'atteinte à l'intégrité du pays, cela, ma foi, ressemble à l'esbrouf politique. Et c'est pour ça que je dis, ceux qui ont pensé que le Cameroun est, n'est-ce pas, un château de cartes et qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, parce qu'effectivement, ils se disent qu'ils vont appeler la communauté internationale, il faudrait qu'ils sachent que le Cameroun est debout et que les lois de la République doivent être respectées et on dira le droit. Et je pense que ce qui se dira, ce sera effectivement dans le respect des textes. Ce ne sera pas inventé. Et ce qu'il refuse de dire, c'est que l'appel de M. Maurice Kamto a été débouté à la cour d'appel. On a jugé le tribunal militaire capable, n'est-ce pas, de juger. Et lui-même, il sait que son président a traduit, n'est-ce pas, des civils au tribunal militaire pour, dit-il, avoir déchiré des effigies. Donc, il ne faut pas qu'on crée deux poids, deux mesures. Ce que moi j'attends demain, c'est qu'il y aura le droit qui sera dit et ceux qui ont enfreint à la loi doivent répondre de leurs actes. Il ne faudrait pas que des gens se cachent dans la politique pour chercher une immunité et déstabiliser le pays au nom, n'est-ce pas, du fait qu'on est dans un parti politique et qu'on est leader politique. Voilà, Signor Barista, justement, Maître Ndiéou disait que ça va s'ouvrir demain à Yaoundé un autre procès de la honte après celui de 90 et André Luther Meka, lui, pense que le tribunal militaire va dire le droit. Vous vous situez où? Merci, Serge Alain. Je suis avocat, je suis homme politique. Et vraiment, demain sera pour moi un jour d'embarras. Embarras parce que pour la énième fois, mon pays démontrera aux yeux du monde entier qu'il ne respecte pas ses conventions, les conventions qu'il a librement ratifiées. La charte, parce qu'il y a beaucoup de gens du RDPC qui nous disent que le tribunal militaire est compétent, le tribunal militaire va dire le droit comme Meka le disait tout à l'heure là, mais je voudrais rappeler qu'il est clairement stipulé
dans les points A, B et C de la Charte africaine des droits humains et des peuples que le tribunal militaire en aucun cas ne doit juger des civils. Clairement. Et le Cameroun a ratifié cette charte le 20 juin 1989. Alors, pourquoi est-ce que le Cameroun ne respecte pas cette charte qui a été incorporée dans la Constitution, dans le préambule de la Constitution? Mais je suis embarrassé. On va dire le droit, ça veut dire quoi? Quand l'article 45 de notre Constitution dit que les traités et conventions internationales dûment ratifiés prennent l'ascendant sur nos lois. Et nous savons que notre Constitution est une loi. On sait que c'est une loi. Donc, je serai vraiment demain embarrassé de voir que mon pays, une fois de plus, ne va pas respecter les engagements contenus dans les traités ratifiés. Deuxièmement, je serai embarrassé pour voir un procès d'insurrection sans violence ni armes, parce que nous avons tous vu ce qui s'est passé. Les gens sont sortis pour manifester, on les a pris. Je n'ai pas vu d'armes que les gens ont pris pour dire que on va faire un coup d'état ou on va faire une révolution. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu de violence puisque les gens étaient assis au sol. D'autres même portaient le drapeau. Alors, ils seront jugés pour insurrection, hostilité à la patrie. Moi, je n'ai pas vu d'armes, je n'ai pas vu de violence. Je serai donc embarrassé et je suis tenté de me poser la question de savoir, est-ce que ce n'est pas un cas d'accuser ton chien de rage pour le noyer? Parce que moi, je n'aime pas la vengeance. Je n'aime pas le règlement de compte. Il ne faut pas que le RDPC règle le compte à Kamto. Nous sommes tous des Camerounais. Je n'ai pas besoin d'être l'avocat de Kamto pour dire la vérité. La loi pénale dispose bien, a des dispositions qui réglementent des manifestations non autorisées. Pourquoi est-ce que on s'acharne à mettre de côté ces dispositions pour aller chercher dans l'insurrection, dans l'hostilité envers la patrie et autres? M. Ngefak, oui. Lui, il a un problème avec la qualification des faits. Serge Alain, tomorrow is another day. Oui. I wish it to be calm, very simple. Je souhaite que, à l'ouverture de ce procès demain, que tous les accusés arrivent à l'audience à l'heure, bien vêtus, bien encadrés et bien installés en salle normalement. Parce que si les 100 ou bien les 89 ou 189, si tous arrivent à l'audience demain, tous seront assis et il n'y aura plus de place pour les visiteurs. Première des choses. Je souhaite qu'ils arrivent à l'audience avant 10 h et que s'ils arrivent avant 10 h, qu'au plus tard à 10h20, que la collégialité ouvre l'audience. C'est mon souhait. Il ne faut pas que l'audience s'ouvre à 23 h. Je souhaite que les civils, les curieux qui veulent apprendre dans un état de droit, s'ils sont arrivés à 7h30, que l'accès de la salle d'audience leur soit ouvert. Je souhaite que demain, à 19 h, que je regarde cette émission d'où je me trouverai et que j'ai les images de ce qui s'est passé là-bas en journée. Je souhaite que ne seront en salle que ceux qui naturellement sont là, pas pour frustrer, pas pour froisser la juridiction, mais convaincus de ce que tous ceux qui sont entrés ce jour-là sont présumés innocents. Je souhaite que le collège des juges qui sera assis, qu'ils aient en idée que le magistrat qui a jugé Diendéré et sa suite a reçu toutes les félicitations des avocats.
Je souhaite que les avocats qui seront à l'audience demain, à partir de demain, sortent en disant « Nous avons eu le bon spécimen des magistrats au tribunal militaire ». Je souhaite que ces magistrats-là, qu'autant ils prennent les notes qui proviendront du commissaire du gouvernement, qu'autant qu'ils prennent les notes avec la même vigueur, avec le même détail provenant de la défense. Je souhaite que tous ceux qui doivent prendre la parole, qu'ils répondent présent. Je souhaite enfin que tous les témoins de la justice, autant pour l'accusation que pour la défense, que le commissaire de gouvernement soit honnête de faire comparaître tous les témoins, sans exception, en respectant les procédures. Justement, je vais vous dire, que dit la loi? Si jamais il y a des témoins... J'en viens. Oui, que dit la loi? On va reprendre. Parce qu'en réalité... Il y a réalité, des noms là, est-ce que ces gens vont se présenter? En réalité, la première personne dira c'est un procès MRC. Mais non, j'ai élargi. Il s'agit d'un procès MRC et de la coalition. Donc ce n'est pas seulement le MRC, c'est la coalition. C'est l'histoire du pays qui s'écrit, et écrivons-la avec des lettres d'or. Ne l'écrivons pas avec des vomissures. D'ailleurs, j'ai espoir parce que j'ai suivi le vice-dieu, le ministre de la Justice délégué, dire qu'ils reconnaissent les torts. Ce qui veut dire que toutes les frustrations que ces justiciables ont connues jusque-là, à partir de la prise de conscience du ministre de la Justice, ces fautes sont épiées, sont effacées, et que nous revenons sur le droit chemin, comme a dit le musicien. Donc demain, il y aura sur la table un code pénal et un code de procédure pénale, et ce seront les deux guides. Ça, c'est mon souhait. Ok. Maître Diou, professeur Maurice Kamto et les alliés ont posé un certain nombre de préalables pour leur présence demain au tribunal militaire. Est-ce qu'il y a eu évolution de ce côté-là? À ce que je sache, non. Mais il faut quand même rappeler les différences. Parce que Maître Ngefab dit qu'il faut qu'il soit là à l'heure, bien vêtu. Alors, est-ce que ça évolue? Je dois indiquer que ça n'a pas été dit de manière anodine. Oui. Vous savez ce qui s'est passé lors des audiences d'habeas corpus. Vous savez ce qui s'est passé lors des audiences au tribunal de première instance d'Ekounou. Vous savez même ce qui s'est passé à la cour d'appel, où on a assisté très souvent à des sortes de huis clos. Il faut, pour des gens qui sont poursuivis d'hostilité contre la patrie, que la patrie soit témoin de comment est-ce qu'on démontre cette hostilité pour des gens qui étaient tellement hostiles à la patrie qu'ils ont récupéré de haute lutte une partie de cette patrie lorsque nous faisions l'objet d'une attaque par les forces nigérianes. Il faut que cela soit su du public, parce que c'est quand même en son nom qu'on prétend poursuivre des personnes pour hostilité contre la patrie. Et je signale qu'on dit que la justice est rendue au nom du peuple camerounais. Il est donc malhonnête de tenir le peuple à l'écart d'une décision qu'on lui fera endosser par la suite. Il ne faudrait pas que ce soit une décision ou un communiqué, mais une décision de justice, parce qu'on a vu dans le cadre de la poursuite qui a été engagée contre nos camarades accusés des tentatives d'évasion, on a vu des gens obtenir des condamnations sans avoir été entendus, sans que les accusés ne puissent présenter simplement leur défense. Donc on a eu des communiqués, pas des décisions de justice. Pour revenir à la question de l'aspect public de la question, je crois qu'il faut rappeler que le procès est public. Et mieux encore, si vous regardez les dispositions de l'article 306 alinéa 2, il est même possible qu'il soit retransmis. Pourquoi ne pas le faire? Si on a pu retransmettre le procès du résistant Ernest Ouandié en 1971, pourquoi ne peut-on pas faire la même chose en 2019? La Cour constitutionnelle.
Le Conseil constitutionnel. Je n'avais pas voulu prendre l'exemple du Conseil constitutionnel parce que techniquement, c'est un autre type de juridiction, plus politique que judiciaire. Mais je prends l'exemple d'un procès précisément judiciaire qui, en son temps, d'ailleurs, avait lieu au tribunal militaire, le procès Wandié, qui a été retransmis à la radio. Parce que on a, en Mondovision, jeté à la vindicte populaire, comme le fait M. Meka tout à l'heure, des personnes respectables et incontestablement respectées. Il faut que cette opinion à qui on a dit que Maurice Kamto veut déstabiliser le pays, tenez donc, la fameuse ritournelle de la déstabilisation à tout va, qu'on ne voit que chez ceux qui osent s'exprimer quand vous, du RDPC, avez dit qu'ils ne s'exprimeront pas, pendant que vous vous exprimez en pleine Assemblée nationale en langue vernaculaire sans que cela ne gêne personne, ou que vous faites vos meetings. Langue nationale. Vernaculaire vient de vernacle, ce qui veut dire esclave. J'ai appris à faire avec vos interruptions, monsieur Meka, je vous l'ai dit. Mais je me corrige parce que vous avez effectivement raison. En langue nationale, en pleine Assemblée nationale, en pleine Assemblée nationale, il faut que l'opinion publique puisse être témoin de cela. Parce que non seulement c'est son droit, ensuite, le bon sens et la logique voudraient que si vous accusez des gens d'avoir porté atteinte à la nation, à la patrie, il faut que cette patrie-là soit au courant. Et que les témoins qui ont été cités de part et d'autre ne se défilent pas. C'est aussi ça la justice. Merci, M. Diou. Rapidement, oui, André Luther, un mot pour sortir. Écoutez, également Barista Achou. Ce que moi j'aimerais dire qui est important, c'est que toute la République a suivi les déstabilisations du MRC sur le plan des actes. Il n'y a donc plus procès. Je dis sur le plan des actes. Parce que, comme vous pouvez le constater, il y a un certain nombre d'affidés au RDPC qui ont mis à sac les ambassades. Au RDPC? Je dis MRC. MRC qui ont mis à sac les ambassades. Lapsus en révélateur. mettant, n'est-ce pas, les effigies du MRC sur les murs. Je voudrais également préciser par rapport à ce que Maître Diéou dit. Rapidement, on arrive au terme. Le procès n'est pas un show politique. Le procès n'est pas un show politique. Ce que moi je sais, c'est qu'on ne filme pas les banques, on ne filme pas les procès. C'est interdit. Et si vous attendez un show politique, il n'y aura pas de show politique et le huis clos est dans les textes. Alors, s'il faut préserver la sécurité publique, les magistrats peuvent opter pour le huis clos. Merci. Quelques secondes rapidement. Oui, on arrive au terme. Pour les témoins que le MSC a cités, je voudrais signaler qu'on ne peut pas citer des diplomates. Ce n'est pas possible dans le code de procédure pénale. Et puis, ce n'est pas possible. L'article 594, 592. S'il vous plaît, le juge peut c'est le juge qui a cette prérogative. Les parties au procès n'ont pas cette prérogative. Regardez bien cette disposition. Non, chers confrères, voici comment ça se passe, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous donnez la liste. Laissez-moi conclure. Maintenant, la citation. Laissez-moi conclure. Je crois qu'on va organiser un autre débat là-dessus. Pour l'appel que le MSC avait fait contre l'ordonnance du juge d'instruction, je pense que l'article 269 est clair. Donc, le prévenu, le mis en cause ne peut pas faire appel de ce genre d'ordonnance. C'est bien clair. Donc, ce n'est pas un procès perdu, c'était un appel irrecevable. Donc, merci, signor Barista, merci André Luther Meka, merci Maître Augustin Gueffard, merci à vous également, Roland Diéou, merci Maître Diéou. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Bonsoir, Dibongo. Pas Dibongo Tongo.